Vous savez, quand vous regardez un film d'horreur et vous pensez que c'est trop exagéré? Eh bien, la nature regarde Hollywood et dit « Tiens ma bière ». Il existe un groupe de dinosaures qui a vraiment existé et qui semble sorti tout droit d'un cauchemar. Imaginez une bête de la taille d'un bus, mais qui se déplace comme un chat. Maintenant, ajoutez-lui des griffes de la taille de machette et une tête qui pense en stratégie. Terrifiant, non? Eh bien, ces bêtes ont dominé tout pendant 84 millions d'années. Années 90, intérieur de l'Argentine. Une équipe de paléontologues creuse le sol quand ils trouvent quelque chose qui fait s'arrêter tout le monde. Une griffe gigantesque, courbée, aiguisée comme une lame. Première réaction? Ils ont pensé que c'était du pied, comme ces griffes célèbres des vélociraptors, vous voyez? Sauf que celle-ci faisait 30 cm, la taille d'une règle d'école entière. Les gars ont baptisé la bête Mégaraptor. Raptor géant, ça fait sens, non? Mais là vient le rebondissement. Ce n'était pas une griffe de pied, c'était une griffe de main. Et ce n'était pas qu'une seule, c'était 2 griffes de cette taille à chaque bras, plus les autres doigts avec des griffes plus petites mais aiguisées. Pensez à une main armée jusqu'aux dents. Maintenant multipliez ça par 2 et mettez tout ça sur une bête de 8 mètres qui court comme un athlète olympique. Après cette découverte, en Argentine, a commencé une fièvre de trouver ces bêtes. L'Australie a trouvé les siennes, le Japon a trouvé les siennes en Asie, la Thaïlande est entrée dans la liste aussi. Et à chaque fois qu'ils trouvaient un nouveau, c'était la même histoire qui donne la chair de poule. Griffes énormes, corps élancé, construction athlétique. Aujourd'hui, on connaît 11 espèces différentes, chacune avec son style propre, mais toutes suivant la même recette meurtrière. Bras longs, griffes mortelles, vitesse absurde. Il y a l'Australovenator d'Australie, le Fukuiraptor du Japon, le Murusraptor d'Argentine et l'Aerostéon qui était comme la taille moyenne. Moyen entre eux signifie 7,5 mètres, plus d'1 tonne de poids. Mais il y en avait qui dépassaient largement ça, et le plus grand de tous était simplement terrifiant. Parlons du champion poids lourd de la famille, une bête qui mesurait 10 mètres de long, plus grand que n'importe quel allosaure jamais trouvé. Pesait des tonnes mais se déplaçait avec élégance. Son nom est Maïp. Ça peut même paraître mignon comme ça au premier abord. Mais ça vient de la mythologie d'un peuple indigène et signifie littéralement « ombre de la mort ». Une créature qui tue avec un vent glacé. Les paléontologues ont bien choisi le nom parce que cette bête était la terreur de l'Argentine à la fin de la période du Crétacé. Ses griffes, estimées à 37 cm, plus grandes que celles de n'importe quel prédateur connu. Il chassait des dinosaures blindés, des herbivores géants et probablement même des jeunes titanosaures. Imaginez la scène. Vous êtes un dinosaure broutant tranquillement dans une plaine argentine, soudain vous sentez un vent glacé dans votre dos. Quand vous tournez la tête, c'est déjà trop tard. 2 épées de presque 40 cm venant dans votre direction à grande vitesse, il n'y a pas d'armure qui tienne, il n'y a pas de course qui sauve. Décortiquons ces griffes calmement, parce qu'elles méritent un chapitre à part. Premièrement, elles n'étaient pas seulement grandes, elles étaient courbées dans le format parfait pour déchirer. Deuxièmement, elles venaient par paires. Le premier doigt avait la plus grande de toutes, le deuxième doigt avait une autre presque de la même taille, et le troisième doigt, aussi aiguisé que diablole. Troisième détail important, kératine. Dans la réalité, ces griffes étaient recouvertes d'une couche de kératine comme nos ongles. Ça augmentait la taille jusqu'à 30%. Donc cette griffe de 30 cm sur l'os devenait presque 40 cm sur l'animal vivant. Maintenant, pensez aux dégâts que ça faisait. Pensez à la perforation, à la déchirure, à la coupe profonde. Mais le pire n'est même pas la taille des griffes. Le pire, c'est le moteur qui les bougeait. Les Mégaraptoridés avaient des bras gigantesques, proportionnellement plus grands que ceux de n'importe quel autre théropode. Même les tyrannosaures étaient jaloux. Les muscles de ces bras étaient puissants et les os permettaient des mouvements super flexibles. Ils pouvaient utiliser les griffes comme des épées ou des lances. Coups latéraux pour déchirer, estocade frontale pour perforer, mouvement de traction pour éviscérer. Et le pire, ils pouvaient soulever la proie jusqu'à la bouche. Selon la taille de la proie, ces bêtes chassaient de différentes façons. Si la victime était grande, comme un sauropode, ils utilisaient les griffes pour donner des coups fatals, coupures profondes au ventre ou au cou. Ensuite, ils attendaient que la bête tombe et là commençait le festin. Ils déchiraient la carcasse, ouvraient le corps, mangeaient par morceaux. Mais si la proie était petite, là mon ami, ça devenait sombre. Ils attrapaient la victime avec les griffes comme une fourchette gigantesque prenant de la nourriture.
perforait le corps en forme de crochet. Et alors, avec la proie encore vivante, il la soulevait jusqu'à la bouche et commençait à manger par morceaux. Les paléontologues ont découvert ça en étudiant la flexibilité de leurs épaules. Ces animaux avaient une amplitude de mouvement qui n'a pas de sens chez aucun autre prédateur, sauf s'ils devaient soulever des choses lourdes jusqu'à la hauteur de la tête. Et regardez, ce n'est pas difficile d'imaginer ce qu'étaient ces choses. C'étaient des proies vivantes, empalées, essayant de s'échapper. Si vous aviez le malheur d'être de taille humaine et croisiez un mégaraptoridé à cette époque, vous seriez littéralement mangé vivant pendant que vous seriez suspendu à ses griffes. Les griffes volent toute la vedette, mais les gueules de ces bêtes impressionnent aussi. Pas par la force de la morsure, parce qu'ils ne mordaient pas si fort que ça, mais par le design des dents. Chaque espèce avait un style différent copié d'autres dinosaures célèbres. C'était comme un hommage aux plus grands chasseurs. Le Megaraptor avait des dents comme un tyrannosaure, format de ciseaux, section en D, idéal pour écraser. Le Murus raptor avait des dents comme des crocs, pointues, courbées, faites pour tenir. L'Australovenator et l'Orcoraptor, dents lisses devant, dentelées derrière, comme un couteau à barbecue brésilien. Couper la viande à merveille. Et le Fukuiraptor a poussé à l'extrême, dents comprimées, aplaties, avec forte dentelure, exactement comme les dents des carcharodontosaures qui avaient des dents inspirées des requins. La question c'est, ils n'avaient pas besoin de mordre fort. Les dents étaient si bien conçues que la coupe se faisait toute seule. Et convenons-en, avec ces griffes, qui a besoin de morsures? Maintenant vient la partie qui rend tout encore pire. Ces bêtes étaient trop légères pour leur taille. Tous leurs os étaient pneumatisés, remplis de poches d'air comme les oiseaux modernes. Mais ce n'était pas une pneumatisation commune. C'était extrême, exagéré, poussé à la limite. Les vertèbres étaient creuses, les côtes étaient creuses. Même les os du bassin étaient pleins d'air. Résultat, un mégaraptoridé de 8 mètres pesait 1 tonne, tandis qu'un allosaure de la même taille pesait 1,5 tonnes. L'Australovenator était encore plus absurde. 6 mètres de long, mais seulement 310 kg de poids. Les paléontologues l'appellent le guépard du Crétacé. Et ce n'est pas exagéré. Pattes longues, fines, faites pour la course. Structure osseuse semblable à celle des coélurosaures, qui étaient les dinosaures les plus rapides. Imaginez la situation. Vous voyez un de ceux-là au loin. Vous pensez être en sécurité parce qu'il est grand. Puis la bête commence à courir et vous réalisez qu'elle est trop rapide. Vitesse de course combinée avec agilité de chat, griffes de 40 cm à chaque main, dents aiguisées dans la gueule et une intelligence qui planifiait chaque attaque. Il n'y avait nulle part où courir. Il n'y avait pas moyen de lutter. Il n'y avait pas de stratégie qui marchait. Vous deveniez simplement de la nourriture. Le registre fossile montre quelque chose d'intéressant. Ces bêtes ne se battaient pas qu'avec des proies. Elles se battaient entre elles aussi. Et quand elles se battaient, c'était violent. On a trouvé un crâne de Murus raptor avec 2 perforations sur les côtés. Les paléontologues ont analysé le format et ça correspondait exactement avec des dents de Murus raptor. C'est-à-dire, cette bête a été attaquée par une autre de la même espèce. Ça peut avoir été une dispute de territoire, ou de nourriture, ou de femelle. Peu importe la raison. L'important, c'est que la blessure était brutale. Les perforations ont causé une infection grave. Et il y avait 50% de chances que la bête soit morte. Pensez bien, s'ils faisaient ça les uns aux autres, imaginez ce qu'ils faisaient aux autres espèces. L'agressivité de ces animaux était absurde. Ils n'avaient peur de rien. Cette combinaison de caractéristiques leur a permis de dominer des territoires gigantesques. On a trouvé des fossiles sur 3 continents, Amérique du Sud, Océanie et Asie. En Argentine, ils étaient rois. En Australie, ils étaient les plus grands prédateurs terrestres. Au Japon et en Thaïlande, ils marquaient une présence forte. Ils ont vécu ainsi pendant 84 années 10 millions. Pour que vous ayez une idée de ce que ça signifie, les tyrannosauridés ont vécu 16 millions d'années, les spinosauridés ont vécu 46 millions d'années, les carcharodontosaures ont vécu 64 millions d'années, mais les mégaraptoridés, 84 millions de succès. Un des groupes de dinosaures les plus durables de toute l'histoire de la planète. Et ils n'ont pas arrêté d'évoluer. Chaque génération devenait plus spécialisée. Les dernières espèces étaient les plus grandes, les plus rapides et les plus mortelles.
Le maoup dont nous avons parlé avant est justement le dernier représentant connu, le somme même de l'évolution de la famille. La version finale est la plus terrifiante. Si vous viviez à cette époque et vouliez éviter ces bêtes, il y avait un endroit où vous ne deviez jamais aller, près de l'eau. La majorité des mégaraptoridés vivaient dans des environnements humides, rivières, régions côtières. Non pas parce qu'ils chassaient dans l'eau, mais parce qu'il y avait plein de proies là-bas. Les dinosaures herbivores allaient boire de l'eau. Des reptiles plus petits vivaient sur les rives. De gros poissons nageaient dans les rivières. Et ils attaquaient tout ça. Il y a eu une époque où les scientifiques pensaient qu'ils pêchaient en utilisant les griffes, comme un ours attrapant du saumon, vous voyez ? Mais cette théorie est tombée à l'eau. Leurs adaptations corporelles montrent clairement qu'ils étaient terrestres, chasseurs de terre ferme, rapides, agiles, mortels. Et souvent, ils étaient les prédateurs de sommet, les plus grands et les plus dangereux de leurs écosystèmes. Ils ne perdaient ce poste que quand il y avait un carcharodontosauride dans les parages. Pendant des millions d'années, les mégaraptoridés ont partagé le territoire avec un autre groupe de prédateurs géants, les carcharodontosauridés. Ces gars étaient spécialisés dans la chasse de proies énormes, comme les sauropodes, plus grands que les mégaraptoridés et avec des morsures plus puissantes. La rivalité entre les deux groupes était intense, principalement en Amérique du Sud, où les deux se disputaient le même ressource. Et chacun avait son avantage. Les carros avaient la taille et la force brute. Les mégaraptoridés avaient la vitesse et l'agilité. C'était muscle contre technique, poids contre mouvement. Mais il y a 90 millions d'années, les carcharodontosauridés se sont éteints. Changement climatique, manque de grandes proies ou simplement malchance, personne ne sait. Ce qu'on sait, c'est qu'après ça, les mégaraptoridés ont grandi en taille, ont occupé la niche vacante et sont devenus les prédateurs dominants absolus. C'est là que surgissent les espèces géantes, Meiip, Orcoraptor, Tratayenia, tous avec plus de 8 mètres, tous au sommet de la chaîne alimentaire. Maintenant, vient la partie frustrante de l'histoire. Personne ne sait ce qu'étaient ces bêtes. Genre, on sait qu'ils étaient des dinosaures théropodes, on sait qu'ils étaient des prédateurs incroyables. Mais où s'insèrent-ils dans l'arbre évolutif ? C'est la question à $1 million. Au début, ils ont pensé que c'étaient des raptors géants, mais ils n'avaient pas la griffe au pied des raptors. Ensuite, ils ont pensé que c'étaient des néovénatoridés, à cause des os creux et légers. Mais d'autres caractéristiques ne correspondaient pas, donc cette théorie est tombée aussi. Aujourd'hui, il y a 2 courants principaux. L'un pense qu'ils étaient des tyrannosaurides, cousins des tyrannosaures, croyez-le, l'autre pense qu'ils étaient des coélurosaures différents. Et convenons-en, dire coélurosaure n'aide pas beaucoup à clarifier les choses. C'est comme dire qu'une bête est un animal, mais ne pas savoir si c'est un mammifère ou un reptile. Leur origine aussi est mystérieuse. Probablement, ils sont apparus en Asie à la fin du période du Jurassique. Ensuite, ils se sont répandus en Australie au début du Crétacé. Là, ils se sont répandus et diversifiés. Et alors, ils ont fait un voyage épique. Ils ont traversé l'Antarctique et sont arrivés en Amérique du Sud. Pensez à la carte de cette époque. Continents collés autrement. Et ces bêtes traversant glaciers et forêts, dominant chaque endroit où ils posaient le pied. Pendant 84 millions d'années, les mégaraptoridés étaient pratiquement imbattables. Aucun prédateur ne pouvait les vaincre, aucune proie ne pouvait toujours s'échapper. Ils ont survécu au changement climatique, ils ont survécu à la compétition avec d'autres carnivores, ils ont survécu à la pénurie de nourriture et ont continué à évoluer, grandir, s'améliorer. Mais il y a 66 millions d'années est venu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas combattre. Un astéroïde de 10 km de diamètre a frappé la péninsule du Yucatan au Mexique. L'explosion était plus grande que toutes les bombes nucléaires de la planète Terre réunies. La poussière a bloqué le soleil pendant des années, les plantes sont mortes, les herbivores sont morts. Et sans herbivores, les carnivores sont morts aussi. Les mégaraptoridés, avec presque tous les dinosaures, ont été raillés de la carte. Leur règne s'est terminé en quelques mois. Même la nature elle-même n'a pas réussi à les vaincre. Il a fallu un accident cosmique, une pierre spatiale de la taille d'une ville pour finir avec les chasseurs parfaits. Depuis ce temps, 66 millions d'années se sont écoulées.
Et jusqu'à aujourd'hui, aucun animal terrestre n'a développé de griffes aussi impressionnantes que celles des Megaraptoridés. Les ours ont de grandes griffes, mais elles n'arrivent pas à la cheville. Les grands félins ont des griffes aiguisées, mais elles sont plus petites. Même les oiseaux de terreur d'Amérique du Sud, qui étaient des prédateurs géants, n'avaient pas ça. Les griffes des Megaraptoridés continuent d'être le record absolu de taille, 37 cm et demi sur le plus grand exemplaire connu. Machette naturelle qu'aucun animal n'a répliquée. Et quand vous assemblez tout, la taille, la vitesse, l'intelligence, les griffes, les dents, l'agressivité, vous avez le prédateur terrestre le plus complet. Plus complet même que les tyrannosaures, parce que le T-Rex avait une morsure forte mais des bras minuscules, et n'était pas aussi rapide que les Megaraptoridés. Plus complet que les spinosaures, parce que ceux-ci étaient trop spécialisés dans la chasse aux poissons et reptiles aquatiques. Ils n'avaient pas la versatilité des Megaraptoridés. Plus complet que n'importe quel autre. Et tout ça enregistré dans la pierre, dans des fossiles éparpillés sur 3 continents, chacun racontant un morceau de cette histoire brutale. Et c'est l'histoire que vous découvrez dans chaque fossile, dans chaque nouvelle découverte, dans chaque détail que la science révèle sur les vrais ninjas du monde jurassique. Les Megaraptoridés ont vraiment existé. Ils ont dominé 3 continents pendant 84 millions d'années et en essaient un héritage qu'aucun prédateur n'a réussi à surpasser jusqu'à aujourd'hui. Et c'est l'histoire que vous découvrez dans chaque coin d'Aquaria Extincta.